Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, une petite vérification pour, s'assurer que tout le monde nous entend correctement. Merci, pour votre, participation aujourd'hui donc à ce 26e webinaire, organisé par l'agence Adverti. Aujourd'hui, on va se focaliser sur tout ce qui est développement de la notoriété, d'une entreprise, d'une marque, sur le web. Quels sont les canaux qu'on peut activer? Quels sont les indicateurs qu'on doit regarder? Quelles sont les nouvelles idées que vous pourrez, grappiller tout au long de ce webinaire? On va parler de tout ça. Bien évidemment, comme à chaque webinaire, le webinaire se veut interactif. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, plutôt dans l'onglet questions, ce qui nous permettra de les traiter à la fin. Et si vous voulez échanger entre vous, voilà, vous avez également le chat qui est disponible. Tout se passe en bas à droite de votre écran. Bonjour Anne-Clary. L'agence Adverti, qui sommes-nous? On est une agence de communication spécialisée dans le web, basée à Troyes, dans l'Aube. On a différents pôles au sein de l'agence. On a un pôle pour tout ce qui est création et refonte de sites web, un pôle pour tout ce qui va être gestion, de comptes de réseaux sociaux, qu'on appelle donc aussi du community management, mais aussi bien évidemment des gestions de comptes publicitaires sur ces mêmes réseaux sociaux. On va également, avoir un pôle pour tout ce qui est référencement, que ce soit référencement payant ou référencement naturel. L'idée est d'être trouvable pour une entreprise sur les moteurs de recherche. On accompagne également nos e-commerçants à se développer sur des places de marché qu'on appelle aussi des marketplaces. C'est Discount, Amazon, ManoMano. On a également, au sein de l'équipe, une compétence transverse qui est celle du mailing et de la newsletter, pour pouvoir accompagner nos clients, dans la fidélisation de leur clientèle. On a également, des compétences sur tout ce qui va être marketing automation, donc pour pouvoir automatiser justement, l'envoi de ces emails. Et enfin, toujours plutôt pour des e-commerçants, on réalise également tout ce qui est audit ergonomique et analyse de trafic de sites web afin de lever des freins, sur, des sites e-commerce, et donc développer le taux de conversion, le chiffre d'affaires et cetera. C'est ce que je vous disais, on en est à notre 26e webinaire et tous nos supports de présentation sont disponibles directement sur notre site web dans l'onglet ressources. Vous avez, voilà, l'ensemble des webinaires, mais aussi, des conférences qu'on peut donner en présentiel qui sont parfois sur d'autres thématiques. N'hésitez pas, ce support d'ailleurs sera mis en ligne sur notre site, peu de temps après, la fin du webinaire. Bonjour Céline. Pardon, j'ai oublié mon micro. On commence avec, le sommaire. Tout d'abord, on va voir la notoriété, faire le petit tour, donc la définition, ses intérêts et des mesures. Ensuite, on va voir les erreurs qui sont fréquemment commises avec la notoriété et pour finir, nous verrons les canaux utiles pour développer la notoriété d'une marque ou d'une entreprise. Donc, qu'est-ce que la notoriété? Petit décryptage de cette notion. Donc, une définition globale donc, donnée par Larousse, c'est le caractère de ce qui est connu d'un grand nombre de personnes, la notoriété. Et avec une définition un petit peu plus marketing, c'est la mesure de la visibilité et de la reconnaissance de la marque ou de l'entreprise dans l'esprit des consommateurs. Il faut garder en tête que, en plus des actions de marketing digital, la notoriété, ça se travaille aussi évidemment avec du sponsoring, de l'événementiel ou encore des relations presse. Donc pourquoi travailler la notoriété de sa marque, ou de son entreprise? Bah, tout d'abord, ça va augmenter la confiance et la crédibilité de la marque aux yeux des consommateurs. Ça va avec stimuler les ventes et la croissance de votre entreprise. Ça va aussi favoriser la fidélisation des clients et potentiellement, vous pourrez pratiquer des prix plus élevés que ceux de vos concurrents. On peut prendre l'exemple, d'Apple qui a des prix, assez élevés par rapport, à ses concurrents et c'est notamment, grâce à leur notoriété qu'ils peuvent se le permettre. Donc, la notoriété, il y a des erreurs qui sont fréquemment commises, par les entreprises. Donc c Je vais reprendre à Ouais. partir de là, pardon. Pour les erreurs fréquemment commises, c'est des erreurs qu'on a tendance à avoir assez souvent au sein de l'agence avec les entreprises, qui viennent et qui ont pour cet objectif de trahir la notoriété. Parce qu'elles partent du principe qu'en fait, pour développer leur chiffre d'affaires, il faut passer par le développement de la notoriété, ce qui est complètement correct. Par contre, leur, vision du travail de la notoriété, est erronée.
En fait, certaines, bon, déjà de base, quand c'est des petites entreprises, elles arrivent et elles pensent que c'est la notoriété, c'est forcément réservé aux grosses entreprises parce qu'il faut absolument des gros budgets. Ça, c'est faux. On va parler de certains canaux de communication pour lesquels le budget nécessaire pour être efficace, est loin d'être le budget d'une grosse entreprise. Donc, ça, on va pouvoir un peu parler chiffres pour chaque, canal de communication, c'est un mythe qui peut tomber. Ensuite, les erreurs les plus fréquemment commises, il y a aussi le fait de penser à court terme. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez débloquer un budget publicitaire, par exemple, sur tel ou tel canal, ou alors vous allez changer, de canal de communication principal, ou alors vous allez en tenter un nouveau, et cetera, et en fait, vous allez vous cantonner à une vision très court-termiste. Ce qui fait que, ben, forcément, l'optimisation ne va pas être, optimale, parce que vous ne vous serez pas laissé suffisamment de temps, pour pouvoir justement, estimer est-ce que tel ou tel canal de communication a un réel impact sur ma notoriété ou pas? Et en fait, le fait de penser court terme est tout simplement erroné parce que, la notoriété, c'est plutôt quelque chose que vous allez travailler dans la durée, en parallèle d'actions de communication plus fortes, qui ont davantage un objectif héroïste, développement de chiffre d'affaires et cetera. Et en fait, c'est des choses qui vont être travaillées en parallèle. Et pour moi, il y a une vraie synergie entre des actions, heu, on va dire evergreen en fait, hein, qui vont travailler la notoriété dans la durée, et des actions qui vont être plus ponctuelles, plus, dans le développement d'activités, de chiffre d'affaires, et cetera. Donc le court-termisme, on oublie dès lors qu'on parle de notoriété. Et enfin, hem, penser que parce qu'on a activé, 1 ou 2 canaux de communication, on est en train de faire de la notoriété, c'est pas non plus, ça, une stratégie de notoriété. Bien évidemment, on va parler de canaux de communication qui sont idéaux pour une stratégie, de notoriété, mais être présent sur Facebook et Instagram, par exemple, c'est pas suffisant, en fait. C'est chouette, c'est bien, si en plus vous le faites de façon récurrente, c'est parfait. Mais par contre, il faut réussir à prendre un peu de recul par rapport à ce que vous avez à l'heure actuelle avec vos propres canaux de communication et à vous demander en fait, est-ce que les canaux que j'utilise sont plutôt pour, ma notoriété? Est-ce que c'est plutôt pour du développement de trafic sur mon site internet? Est-ce que c'est plutôt pensé pour de la conversion et cetera? Et en fonction de la classification que vous avez, de vos canaux de communication, et ben, dans ce cas-là, vous allez détecter ceux qui sont plutôt pour la notoriété et vous allez pouvoir creuser. OK, comment est-ce que, je m'y prends à l'heure actuelle? Est-ce que c'est la bonne façon? Est-ce que la typologie de publication, par exemple, que j'ai sur les réseaux sociaux, est plutôt intéressante, pour la notoriété et ainsi de suite. Et l'autre chose sur laquelle je souhaite insister, c'est que la stratégie de notoriété, malheureusement, heu, son ROI est difficilement calculable. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, une stratégie de notoriété, c'est une stratégie de soutien à une autre stratégie de développement d'activité, en fait. C'est-à-dire qu'elle est nécessaire, mais par contre, c'est une stratégie de soutien dont il faut accepter que le ROI ou le ROMI, le ROMI, c'est-à-dire le retour sur investissement des actions marketing est difficilement mesurable. Aujourd'hui, on va en reparler en plus, le fait que, vous ayez mis en place, la gestion des cookies sur votre site web fait que les statistiques que vous récupérez sont incomplètes, ce qui génère en plus une petite frustration, de votre côté en général. Mais en tout cas, quand on parle notoriété, on sait que derrière, c'est un investissement dont on ne va pas forcément être capable de calculer le retour. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, à les mettre, dans, la partie dédiée aux questions. Donc, la notoriété, elle se construit avec 2 éléments, l'image de marque, et la réputation. L'image de marque, ça va être l'image que vous projetez, vers votre cible et on va avoir la réputation, en fait, c'est l'image qui est perçue, par votre cible et ensuite, ça va construire la notoriété qui est le résultat de cette projection et de l'appropriation que le public s'en est fait. Donc il y a différentes actions, pour développer sa notoriété. On va avoir, être trouvable tout d'abord sur les moteurs de recherche, que ça soit grâce au référencement naturel et payant. Se faire connaître grâce aux réseaux sociaux de façon organique ou payante. On peut également travailler avec des influenceurs pour atteindre leur communauté. Se positionner aussi sur des sujets phares, grâce au marketing de contenu et ensuite on pourra utiliser les relations publiques 3.0. Il y a 4 niveaux de notoriété, à cibler.
Tout d'abord, la notoriété, spontanée. Donc en fait, ça va être le nombre d'individus, qui sont capables spontanément, de donner le nom, d'un produit, d'une marque ou d'une personne. Et en fait, il y a la notoriété de premier rang. Donc en fait, ça va être la première marque qui est citée, quand on leur demande de faire une liste d'entreprises. Ensuite, on va avoir la notoriété, assistée, donc ça va être la reconnaissance d'un produit, d'une marque ou d'une personne à partir d'une liste qui est proposée aux personnes à interroger. Et ensuite, on va avoir la notoriété prouvée, donc c'est le nombre d'individus capables de citer certaines caractéristiques de la marque, d'un produit ou d'une personne qui prouvent son identification. Challenge, je me permets 2 minutes de reprendre, parce qu'on a une question dans le chat de Christophe et qui est plutôt intéressante. Si on ne mesure pas de retour, c'est peut-être qu'il n'y en a pas. Bah, je trouve que ce slide, en fait, permet de répondre partiellement à votre question, du coup, Christophe. En fait, je vais prendre un cas très concret, vu que c'est un cas de ce matin. J'ai, un problème avec mon vélo, et je dois aller, le faire réparer, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez plusieurs possibilités quand c'est comme ça. Vous avez connaissance d'absolument aucun réparateur de vélo, vous allez sur Google et vous recherchez un magasin de vélo, d'accord? Vous avez la fameuse carte Google Maps qui va apparaître et là vous allez faire un choix. Soit vous allez, ben, plutôt par proximité géographique, vous tourner vers celui qui est le plus proche de vous, ou alors vous allez vous tourner vers celui dont vous avez déjà entendu parler. Et donc là, entre la notoriété. Moi, typiquement, je suis allée là où j'ai déjà entendu parler, du magasin de vélo, en fait. Parce que, ils avaient fait des actions, de communication sur Facebook et Insta à un moment donné. Les gens disaient que l'accueil était super, ça m'avait marqué. Je me suis dit: «La prochaine fois que j'ai un problème avec mon vélo», parce que c'est assez récurrent en ce moment, et ben, du coup, j'irai plutôt, dans ce magasin spécifique-là. En fait, la notoriété, elle est compliquée à calculer parce que justement, c'est une stratégie de communication support à d'autres actions de communication. Et pour autant, heu, ça va que quand je vais dans le magasin de vélo, je me souviens de la première fois où j'ai entendu parler d'eux, mais en vrai, c'est difficilement calculable parce que très souvent, les personnes, en fait, n'ont pas connaissance ou ne se souviennent pas de la première fois, qu'ils ont entendu parler d'une marque ou alors, ils ne se souviennent pas forcément des actions marketing qui ont pu être menées par la marque et pourtant le nom ou parfois le logo, la charte graphique ou, le slogan, va être, gardé à l'esprit, du consommateur, donc là, en l'occurrence, moi. Donc je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire que si on ne mesure pas de retour, c'est qu'il n'y en a pas. Moi, je dirais plutôt que si on ne mesure pas de retour ou en tout cas, on c'est difficilement mesurable, je préfère dire comme ça, plutôt que et alors qu'il y a des retours, en fait. Voilà. Donc comment me Pardon, c'est oui. toujours moi. Excusez-moi. Comment mesurer la notoriété de son entreprise sur le web? Là aussi, ça va venir répondre, à Christophe en partie à votre question. En fait, vous avez des indicateurs que vous pouvez quand même regarder, qui vont, venir vous rassurer quant au succès des campagnes que vous menez. Les indicateurs clés de performance, qu'on appelle aussi des KPI en anglais pour Key Performance Indicators, viennent vous indiquer, OK, est-ce que j'ai été visible? Est-ce que j'ai eu la répétition auprès, des cibles que je visais? Est-ce que ça a découlé sur, du trafic vers mon site internet? Ce genre de choses. Chaque canal qu'on verra ensemble, on indique les indicateurs de performance qui sont associés. Aujourd'hui, par contre, ça implique forcément un prérequis, qui est celui d'avoir un outil d'analytics installé sur votre site web. Le plus connu aujourd'hui, c'est Google Analytics, qui a une version, toute récente qui s'appelle GA4 et qui sera la version standard à partir du 1er juillet. Mais vous avez aussi d'autres outils, qui sont vraiment chouettes. Matomo, entre autres, qui est poussé, par la CNIL au niveau européen. Vous avez Phasum, vous avez Plausible. Tout cela, ce sont des outils qui sont extrêmement respectueux du RGPD, encore plus que GA4 en vrai. Mais ça implique donc d'avoir l'une de ces solutions qui est installée sur votre site web. Ces solutions-là, elles vont vous donner des stats type, nombre de visiteurs sur votre site, temps moyen passé sur le site, source de trafic, de votre site, zone géographique des personnes et cetera et cetera. Dans les autres KPI qu'on va regarder, il y a par exemple également l'analyse des mentions de la marque. Exemple, vous êtes présent et actif sur les réseaux sociaux, ce sera intéressant de regarder, OK, est-ce que ma marque est souvent mentionnée, mon entreprise est souvent mentionnée? Est-ce que les hashtags associés à mon entreprise sont utilisés? Et ainsi de suite.
Vous pouvez également analyser l'engagement que vous avez sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens interagissent avec vos publications? Est-ce que les gens posent des questions? Est-ce que les gens partagent vos publications? Et plutôt côté moteur de recherche, vous pouvez aussi, pour votre notoriété, analyser la visibilité que vous avez sur des moteurs de recherche comme Google, par exemple. On parlait tout à l'heure de la carte Google Maps du fameux magasin de vélo. Le magasin de vélo pourrait très bien décider de regarder, OK, ce mois-ci, combien de fois est-ce que je suis apparue dans la carte Google Maps? Comment est-ce que je fais pour apparaître plus souvent dans la carte Google Maps? Comment est-ce que je fais pour être plus visible sur la page Google? Est-ce que je mène une campagne de référencement payant type Google Ads? Est-ce que je travaille mon référencement naturel? Enfin voilà, il y a différentes solutions, mais en tout cas, on peut se poser, et mesurer avec des indicateurs qui ne sont pas forcément des indicateurs, de chiffre d'affaires, mais en tout cas des indicateurs de visibilité, d'impact, quand on parle, ben, voilà, d'engagement sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, afin de pouvoir, ben, commencer à faire un petit peu un point, sur, la réussite de la stratégie de notoriété qui est menée. Le site web, je suis obligée de passer par là, parce que pour moi, c'est pas vraiment un canal de communication en soi, mais par contre, c'est le socle, en fait, de toute votre stratégie, de communication digitale. Donc en fait, il est absolument primordial, de parler de cet aspect. Aujourd'hui, 56 des internautes n'ont pas confiance dans les entreprises qui n'ont pas de site web. Aujourd'hui, pour moi, je vais même en rajouter une couche, c'est absolument inenvisageable, pour une entreprise de ne pas avoir, de site web. Donc l'élément clé pour instaurer la confiance et asseoir, sa notoriété, ça passe forcément par le site. Vous pouvez également, sur votre site, faire preuve dans votre argumentaire, d'éléments qui vont vraiment être différenciants par rapport, à la cible par rapport à vos concurrents, excusez-moi. Ensuite, vous pouvez mettre en avant l'histoire de votre entreprise pour que l'internaute en apprenne plus sur vous, jouer sur le côté émotionnel, jouer sur le côté storytelling, de façon à ce que, votre entreprise, votre marque soit plus marquante, heu, dans la tête des internautes que vos concurrents. Quand on a un site web, on a des indicateurs qu'on peut suivre, type le nombre de visiteurs, le nombre de sessions, ce qui est 2 choses différentes, hein. Je suis un visiteur, mais je peux venir 2, 3, 4 fois sur un site. Le temps moyen passé sur un site ou encore, les sources de trafic. Est-ce que les personnes venaient plutôt de Facebook, d'Instagram, du référencement payant, du référencement naturel, de ma newsletter et ainsi de suite? Donc vraiment le site web, la base. L'idéal, c'est également d'enrichir votre site web d'un blog d'entreprise. Le blog, il est idéal pour se positionner dans la tête des internautes comme expert. C'est l'endroit où, vous pouvez faire part de votre expertise, sur des sujets spécifiques, de façon à ce que les personnes qui rencontrent les mêmes problématiques puissent, ben, tout simplement, tomber sur votre site, vous identifier comme étant des personnes capables de répondre à cette problématique-là, pour pouvoir derrière vous contacter. Des articles qui vont être très complets, très travaillés et pensés pour le référencement naturel vont forcément avoir un impact, enfin forcément, vont en général avoir un impact positif sur, le référencement naturel de votre site web, plus exactement le positionnement. L'avantage, c'est que dans un blog d'entreprise, on peut avoir aussi un certain nombre d'actualités qui vont être relayées. Les actualités n'ont pas forcément pour objectif de mieux référencer le site web, mais plus de dynamiser, le site, de montrer que l'entreprise est dynamique. Donc quand on a un blog, les différents indicateurs qu'on va suivre, on va bien évidemment avoir le nombre de pages vues du blog. Est-ce que le blog a été consulté, hein, tout simplement. Le temps moyen passé sur chaque article de blog. Forcément, un article qui est très long, qui est estimé, on va dire, 7 minutes de lecture, si le temps moyen est de 30 secondes, c'est que clairement la structure de l'article est à revoir, ou alors que, le style d'écriture est à revoir, la hiérarchie potentiellement, hein, de l'article. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le positionnement des articles sur les moteurs de recherche. Est-ce que tel ou tel article qui avait été rédigé pour tel ou tel mot-clé apparaît bien sur le mot-clé visé? Ou encore, bien évidemment, le trafic, donc le nombre de visiteurs qui arrivent sur votre site web grâce au blog. Donc, le blog d'entreprise, en termes de notoriété, c'est un outil, qui permet de développer, la visibilité sur les moteurs de recherche afin d'attirer des internautes vers votre site. Et forcément, qui dit site web ou blog dit référencement. On fait un zoom sur les 2 référencements qui existent. On a le référencement naturel, qui est, ouh là!
il y a une grosse erreur sur le schéma, c'est résultats payants en haut et résultats organiques en bas, bien évidemment. Il sera corrigé, le support sera corrigé avant d'être mis en ligne sur le site. Les résultats payants apparaissent en haut des pages de résultats de recherche. Et en fait, le référencement naturel, qu'on appelle également le référencement organique, apparaît en bas. Donc ici, c'est l'inverse, hein, c'est ce qui est entouré en vert, bien évidemment. Le référencement naturel, en fait, c'est l'ensemble des techniques qui visent à améliorer votre position sur des moteurs de recherche comme Google. Il y a une erreur de langage qui consiste à confondre un peu référencement et positionnement. En vrai, on travaille son référencement afin d'avoir un meilleur positionnement. Donc, l'objectif, hein, pour une entreprise, bien évidemment, c'est d'être rapidement visible sur la page de moteur de recherche, entre autres dans les résultats organiques et également dans les résultats payants si des campagnes publicitaires Google Ads sont menées. L'idée, c'est que votre nom soit visible dans ces résultats afin que l'internaute vous identifie comme potentiellement une marque ou une entreprise qui peut l'aider dans ses recherches. Le référencement naturel, hein, pour rappel, il y a 3 grandes familles de critères. Alors, de nouveau, on ne fait pas des zooms, des gros zooms, hein, sur chaque canal de communication. Pour ça, on a fait des webinaires dédiés, on a les supports qui sont disponibles sur le site web. Mais là, j'insiste juste sur les 3 grandes familles de critères pour qu'on soit tous raccords. Vous avez toute la partie technique de votre site web, qui va avoir un impact sur votre référencement et donc votre positionnement dans le moteur dans les résultats de Google, hein, des moteurs de recherche. Donc c'est tout ce qui va être, est-ce que vos URL sont propres? Est-ce que les balises sont bien faites sur vos pages? Est-ce que si votre site est assez important, vous avez un sitemap sur le site ou pas? Est-ce que le maillage interne entre les différentes pages est bien fait? Est-ce que le temps de chargement de vos pages est correct? Parce que s'il est trop long, ben, Google va vous pénaliser et en plus potentiellement vous allez avoir des internautes qui vont avoir la flemme d'attendre que votre page se charge. Est-ce que le poids des pages est raisonnable? Et ainsi de suite. Tout ça, c'est plutôt la partie technique qui va être réservée au webmaster ou au développeur de votre site web. Ensuite, vous avez la partie contenu. La partie contenu, c'est le choix des mots-clés que vous visez pour être visible dans les moteurs de recherche. Et donc là, vous avez non seulement la notion de mots-clés, mais aussi de champ sémantique. Vous avez également l'importance des titres. Est-ce que vos titres sont bien choisis? Est-ce qu'ils répondent bien aux problématiques que les personnes se posent? Est-ce que les encres dans votre contenu sont bien faites? Et ainsi de suite. Et ensuite, la troisième partie, c'est plutôt la partie netlinking. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des liens externes sur d'autres sites web que le vôtre et qui vont faire un lien vers le vôtre. Exemple, si vous avez, je ne sais pas, une entreprise partenaire, par exemple, qui va faire un lien vers votre entreprise. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un backlink. Et donc, si l'entreprise est de votre secteur, qu'elle a fait un article complet sur vous, etc., cet article-là et ce lien-là ont du poids pour votre propre référencement. La partie netlinking, c'est une partie qui est plutôt aléatoire parce qu'on n'a pas forcément la main dessus. Et c'est une partie qui prend beaucoup de temps et qui est clairement la partie la plus complexe à mettre en place dans une stratégie de référencement naturel. En tout cas, ce qu'on vous encourage à faire, c'est d'avoir déjà un premier aperçu de ce qu'il en est de votre référencement naturel, qu'on appelle aussi le SEO. C'est d'aller vérifier vos performances. Vous avez aujourd'hui des sites web comme Google PageSpeed Insights et Lighthouse qui vont vous indiquer, OK, quelles sont les performances de votre site web, quels sont vos axes d'amélioration, et ça vous donne un premier aperçu. Vous avez également Pingdom Tool qui fait à peu près la même chose. Vous avez également SEMrush et SE Ranking qui là sont des outils payants, beaucoup plus complexes et complets, et qui vont carrément en fait vous aider à réaliser un audit de votre site web afin d'en tirer des conclusions et d'améliorer un certain nombre de choses sur votre site. SEMrush et SE Ranking, mais il y en a énormément en vrai, hein. C'est juste que c'est des outils qu'on utilise à l'agence, vont également vous permettre d'effectuer un suivi de position de votre site web par rapport aux mots-clés que vous visez. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet vraiment d'avoir l'évolution en fait de la position de votre site dans le temps. Est-ce que si, suite aux modifications que j'ai faites il y a un mois, est-ce que j'ai un impact positif, négatif, sur, l'apparition de mon site pour tel ou tel mot-clé, par exemple? Ça, c'est hyper, intéressant justement quand on décide de prendre à bras-le-corps, la stratégie de référencement naturel d'un site. Au niveau des indicateurs qu'on va suivre, donc c'est ce que je vous disais, le positionnement des mots-clés qui vous intéressent, le trafic issu du référencement naturel, ben oui, vous êtes visible sur une page de résultats de recherche. Est-ce que les gens ont eu la curiosité d'aller jusqu'à consulter votre site? Et ensuite, est-ce que ce
trafic-là était de qualité ou pas. Est-ce que les gens ont consulté plusieurs pages? Est-ce qu'ils sont restés un certain moment sur votre site? Est-ce qu'ils ont, parcouru l'entièreté, de vos articles de blog? Est-ce qu'ils sont au moins allés jusqu'au blog? Enfin voilà, tout ça, ça fait partie des éléments qu'on va éplucher quand on va vouloir estimer la qualité du trafic qui est apporté par ce canal de communication. Et ensuite, parce que sinon ça aurait été trop beau de ne pas le remettre 2 fois, dans ce schéma, vous avez le référencement payant qui est bien évidemment ce qui apparaît en jaune, sur cette page. Donc le référencement payant, ça va être les 4 premières annonces que vous avez, alors parfois il y en a moins, hein, et parfois il y en a pas, mais ça va être les annonces que vous avez donc en haut, de page de moteur de recherche. Donc ici, l'exemple vient de Google, mais vous avez la même chose du côté de Bing et cetera. Donc en fait, ce sont des campagnes publicitaires que les entreprises vont mener, et dont l'objectif est d'apparaître très rapidement en haut de page. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'internaute, il va déjà voir ce qui est en haut de page, puis, s'il est, courageux/motivé, il va descendre la page de résultats de recherche pour aller regarder, ben, les différents résultats qui lui sont proposés. Aujourd'hui, vous avez des résultats, en haut de la page de Google, vous en avez aussi en bas, et l'adage qui consiste à dire que, il faut payer pour être en haut, j'ai toujours tendance à le mitiger. Parce qu'en vrai, supposons dans cet exemple, je ne clique pas sur le site du petit ballon, c'est-à-dire que je vois le petit ballon que j'identifie, hein, comme étant, un potentiel site e-commerce pouvant me permettre de trouver une box de vin, mais si je ne clique pas dessus, le petit ballon ne payera rien à Google dans ce cas-là. Donc ils auront bénéficié d'une visibilité qui consiste en plus à améliorer leur notoriété, et pour autant ils n'auront pas dépensé un centime, en tout cas pour moi. Par contre, si Charline, du coup, fait exactement la même recherche et qu'elle, elle clique, pour se rendre sur le site du petit ballon, là, le petit ballon devra forcément donner une petite somme à Google pour avoir attiré Charline intéressée par une box de vin sur son site. Donc c'est ce qu'on appelle un fonctionnement au coût par clic. L'avantage des campagnes publicitaires de référencement payant, c'est que, vous avez le choix des mots-clés que vous réservez. C'est-à-dire que là, c'est le petit ballon qui a décidé d'apparaître sur le terme box de vin, par exemple. Ils ont peut-être aussi, réservé des mots-clés, meilleure box de vin 2023, box des meilleurs vins de France, ce genre de choses. Et vraiment, ils ont établi toute une liste de mots-clés sur lesquels ils souhaitaient apparaître. Ensuite, ils ont créé l'annonce que vous pouvez voir. En général, on crée plusieurs annonces. On définit, le budget qu'on est prêt à mettre. C'est-à-dire qu'en gros, Google, dans ce cas-là, n'a pas, voilà, ils ont pas, enfin, ils ont un budget limité, hein, enfin, vous indiquez un budget limité que vous êtes prêt à payer, par jour. Vous définissez également, la zone géographique sur laquelle vous souhaitez apparaître. Si par exemple votre entreprise est plutôt locale, ça ne sert absolument à rien d'aller viser, des personnes qui sont à 500 kilomètres de votre zone de chalandise. Donc le référencement payant, plutôt un bon outil en termes de notoriété. On n'est pas obligé d'avoir des campagnes de référencement payant avec des budgets qui sont énormes. Vous pouvez très bien avoir des campagnes de référencement payant. Alors tout dépend de votre secteur, tout dépend de la concurrence, tout dépend de la zone géographique et cetera. Mais les premières campagnes de référencement payant que vous pouvez mener peuvent avoisiner les 200-300 € par mois. Les KPI à suivre, vous avez tout ce qui va être bien évidemment le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre d'affichages. Ça, c'est hyper important dans le cadre d'une stratégie de notoriété de suivre combien de fois est-ce que votre annonce a été vue par les internautes. Vous pouvez également vous intéresser, au taux de clic et au coût par clic qui sont quand même des indicateurs, assez importants, même s'ils ne vont pas être les indicateurs principaux dans le cadre d'une stratégie de notoriété. Je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou dans l'onglet dédié aux questions. Pour le référencement payant, toujours par le même outil, hein, qui s'appelle Google Ads, vous avez tout ce qui va être création d'annonces display. Les annonces display, ça va être des annonces sous forme de bannières, qui vont apparaître sur des sites web ou des applications mobiles qui ne sont pas les vôtres. L'idée, c'est de choisir, des thématiques de sites web ou des mots-clés ou voilà, qui vont permettre l'affichage de ces bannières, sur des encarts publicitaires qui sont disponibles. Heu, alors bien évidemment, si vous avez un bloqueur de publicité, vous ne voyez plus, ces bannières display, mais il y a quand même une réalité qui est que, la visibilité offerte par ces bannières est assez importante, assez forte, avec, pour un coût, vraiment très moindre, une très belle visibilité. Il faut toujours faire attention à la qualité de la bannière. Ça, c'est hyper important parce qu'on va avoir votre annonce qui va être diffusée sur des sites web. La personne n'est pas en recherche active de votre produit. Donc il faut vraiment travailler sur le design de la bannière afin que ça fasse pas trop spam, tout simplement.
En général, en plus, il faut garder en tête que c'est vraiment un outil pour la notoriété parce que le taux de clic de ces bannières vers un site web est très faible. En général, il va être un peu inférieur à 1 et quand on atteint 1 de taux de clic, on est plutôt content. Donc vraiment, outil très bien pour, de la notoriété, du développement, de visibilité, mais dont les retours sur investissement justement, ne serait-ce que parce que ça attire très peu de trafic sur un site web, vont être moindres. Ce qu'on va regarder comme indicateur de performance, ça va être le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre d'affichages et le coût pour 1000 impressions ou le coût pour 1000 affichages, pour avoir un peu une idée de combien est-ce que la campagne elle coûte quand même. Toujours en termes de référencement payant et parce que ça passe aussi toujours par le même outil qui s'appelle Google Ads, vous avez tout ce qui est annonces YouTube. Les annonces YouTube, c'est les annonces publicitaires que vous voyez avant ou pendant, les vidéos que vous regardez sur YouTube. Alors en général, en ce moment, on n'en peut plus parce qu'il y en a vraiment, beaucoup, et parce que, elles sont très rapprochées, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas désactivables et cetera. Il faut savoir que malgré tout, elles ont, c'est un excellent, canal de communication pour développer la notoriété. Après, vous pouvez réfléchir à des stratégies qui vont des stratégies publicitaires sur YouTube qui vont être moins, comment dire? Qui vont être moins, embêtantes pour l'internaute si vous voulez vraiment vous assurer que, la perception de votre marque ne sera pas liée à un sentiment négatif. Vous avez par exemple les annonces bumper qui sont des annonces de 6 secondes non désactivables, où là on est sur, forcément un seul et unique message très clair avec la marque qui apparaît très vite et cetera. Donc ça typiquement c'est un format publicitaire presque, plutôt cadeau on va dire parce que l'internaute sait que OK il y a une pub mais elle dure 6 secondes quoi. Après vous avez des annonces désactivables, c'est celles qui durent plus de 15 secondes et des annonces désactivables non désactivables pardon, qui durent moins de 15 secondes. L'idée, alors sauf pour les annonces bumper bien évidemment, parce qu'en clairement en 6 secondes, tu as pas le temps de travailler du storytelling. Mais par contre, pour les annonces désactivables et non désactivables, l'idée c'est de miser quand même un peu sur du storytelling. C'est-à-dire comment est-ce que je vais raconter une histoire impactante qui va générer au minimum une émotion auprès de l'internaute qui va voir cette publicité-là. Bien évidemment, si, n'hésitez pas à penser, aux sous-titres et éventuellement, ça peut parfois être un peu plus impactant. Heu, Même si voilà, c'est pas forcément, obligatoire sur, ce réseau social-là. Et enfin, prendre soin du ciblage lors de la création, c'est tout se joue là, en fait. Auprès de qui vous souhaitez diffuser, votre pub, la façon dont vous souhaitez vous y prendre et cetera. Tout voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est l'endroit où il faut, justement, bah, se passer du temps. Quand on mène des annonces, une campagne de pardon, quand on mène une campagne YouTube Ads, les indicateurs principaux qu'on va suivre, ça va être le nombre d'impressions de votre, de vos annonces YouTube, mais surtout le nombre de vues en fait, hein, et le taux de vues. C'est-à-dire, OK, par exemple, supposons que vous avez une annonce qui fait, 35 secondes, est-ce que, à quel pourcentage en fait votre publicité a été vue ou pas? C'est surtout cette stat-là en fait qu'on va regarder. On peut désormais passer, aux réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, on le sait, c'est, des canaux de communication populaires pour mettre en place, une stratégie de développement de notoriété. Dans tous les réseaux sociaux qui existent, il y en a forcément un qui va correspondre à votre activité. Entre LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok et Twitter, vous trouvez forcément celui qui vous convient. Donc, faites des tests d'abord, afin de trouver le contenu qui est le plus engageant pour vous. C'est en général celui qui aura également la plus grande visibilité. Il faut aussi garder en tête que le fonctionnement des algorithmes qui vont soit brider la visibilité de votre contenu, soit ils vont lui donner une visibilité importante, en fonction du succès du coup de votre contenu. Il existe aussi la publicité sur, les réseaux sociaux. Donc, on peut créer une campagne publicitaire, sur le réseau social qui touchera le mieux votre cible, donc soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, TikTok. C'est vous qui choisissez encore une fois. Tous les réseaux sociaux, ils proposent l'objectif notoriété, donc qui va se focaliser sur le nombre d'impressions. En général, pour les campagnes de notoriété, on utilise le storytelling. Pour une moyenne, pour donner une moyenne, au niveau des coûts, donc 10 € par jour, on va obtenir comme résultat entre 6 000 et 15 000 impressions.
Alors je préciserai juste, ce sont les coûts pour, tout ce qui concerne Meta, donc en gros la publicité sur, Instagram et Facebook. Au niveau des KPI, à suivre sur vos publicités, donc il va y avoir en priorité le nombre d'impressions, le coût par 1000, l'évolution du coût du nombre d'abonnés, sur vos pages, le nombre d'interactions et le taux d'engagement. Ensuite, vous pouvez aussi faire, appel, aux influenceurs en fonction, de votre activité. Ça va permettre d'atteindre un public, plus large et qui est déjà, engagé. Il y a différents types d'influenceurs. On va avoir les nano-influenceurs, pardon, qui ont moins de 10 000 abonnés. On va avoir les micro-influenceurs qui ont moins de 100 000 abonnés. Par exemple, on peut voir Lola MTH sur la droite. Là, c'est une micro-influenceuse puisqu'elle a, plus de 10 000 abonnés, pardon, mais moins de 100 000. Et ensuite, on a les macro-influenceurs qui vont avoir plus de 100 000 abonnés. Le but, ça va être de trouver des influenceurs qui sont pertinents pour votre secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes, dans l'automobile, il y a forcément, des influenceurs, qui vont correspondre à votre secteur d'activité. Bien mener une stratégie, hein, d'influence, elle peut permettre, d'améliorer la crédibilité de votre entreprise et en plus d'accroître votre notoriété. Et il ne faut pas ignorer les influenceurs locaux. Donc là, encore une fois, Lola MTH, par exemple, qui est, troyenne. C'est des bons influenceurs qui sont pas négligés au niveau, si vous voulez développer votre notoriété locale. Donc les KPI à suivre, on va avoir le nombre d'impressions et l'évolution du nombre, d'abonnés. Je rajouterais juste une petite chose par rapport aux influenceurs. Il faut savoir que plus vous ciblez des influenceurs, qui sont importants, alors déjà plus ça va vous coûter cher forcément, mais en général les retours que vous allez avoir en termes d'engagement, purement d'engagement, vont être en général un petit peu inférieurs en termes de vont être inférieurs à des nano ou des micro-influenceurs. Les nano ou les micro-influenceurs vont garder cette proximité avec leurs abonnés, qui leur permet des échanges dans les commentaires, des réponses en messages privés et cetera. Alors que sur des macro-influenceurs, très vite, on va être sur des personnes qui, potentiellement ne gèrent même plus elles-mêmes vraiment leurs comptes de réseaux sociaux, ce genre de choses et on va avoir un taux d'engagement, donc c'est-à-dire vraiment le ratio entre les engagements et les vues de la publication qui va être inférieur, à au taux d'engagement des nano ou des micro-influenceurs. Donc il y a pour moi un mix de dans la stratégie influenceur, hein, pour travailler votre notoriété, il y a vraiment un mix à faire entre des nanos, des micros et des macros. Maintenant, on peut passer à la fiche, Google, My Business. Donc, la fiche Google My Business, qu'est-ce que c'est? Normalement, vous devez savoir, donc c'est ce qui apparaît, sur la droite, quand on fait une recherche, sur votre entreprise. Donc elle va recenser toutes vos informations essentielles. Ça va être, votre adresse mail, votre téléphone, les horaires, les avis, et cetera. Ça va vous permettre de booster votre référencement local, notamment parce que une fois que vous avez une fiche Google My Business, automatiquement vous êtes référencé sur Google Maps. C'est ce qu'expliquait Emeline au tout début. Quand on va rechercher, par exemple, un mécanicien pour un vélo, vous serez recensé, dedans et ça va aussi permettre de développer votre, e-réputation puisque vous pourrez récolter des avis via votre, fiche Google My Business. Au niveau des KPI à suivre, on va avoir le nombre d'apparitions de la fiche Google My Business et le nombre d'avis laissés. La newsletter aussi va vous permettre de développer, votre notoriété. Alors à la base, on sait que la newsletter, c'est surtout pour, fidéliser, mais ça peut aussi vous permettre de rester dans l'esprit de l'internaute. Ça peut aussi vous permettre de vous positionner en tant qu'experte dans votre domaine d'activité et de fournir des conseils et des solutions à des problèmes bien spécifiques. Les KPI à suivre pour la newsletter, ça va être l'augmentation de la base de données, le nombre d'ouvertures et les inscriptions à la newsletter. Les désinscriptions, pardon, à la newsletter. En effet, si vous avez une base de données, qui a tendance plutôt à décroître qu'à croître, c'est que le contenu de votre newsletter est à revoir. J'ai pris l'exemple de Mondial Tissu ici, un exemple très personnel encore une fois. Je suis abonnée à plusieurs newsletters,
sites e-commerce de tissus, forcément, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné, donc c'est des entreprises que j'ai trouvées par un autre canal de communication. Mais par contre, le fait de recevoir régulièrement, des actualités, des offres, des tutos et cetera de la part de certaines marques, fait que même si je suis abonnée potentiellement à 10 sites e-commerce, de tissus, Mondial Tissu qui a une récurrence, assez fréquente, on va dire, dans l'envoi de newsletter, fait forcément partie du top 3 des marques auxquelles je vais penser quand il va s'agir d'acheter du tissu. Et en fait, la newsletter, c'est sûr, à la base, c'est un outil de fidélisation, hein. C'est plutôt à destination de personnes qui ont déjà, acheté chez vous, ce genre de choses. Mais par contre, le fait d'être justement dans l'actualité, dans le je fais part de quelque chose, je l'envoie à ma base de données, et cetera, fait que ça peut déjà directement générer, du chiffre d'affaires pour un site e-commerce, mais ça vient consolider une notoriété. On a une question de Betty qui nous dit: «J'ai vu qu'il y avait un développement des posts sur Google My Business. Qu'en pensez-vous en matière de référencement? Est-ce aussi impactant qu'un article de blog?» Alors, sur cet aspect-là, il faut savoir donc que les posts sont apparus il y a un certain temps maintenant. On est limité en nombre de caractères. Donc ce sera jamais aussi impactant qu'un article de blog. Pour le moment en tout cas, c'est plutôt bien perçu par Google, dans le sens où ça montre le dynamisme de votre entreprise. Donc moi je vous encourage à en gros quand vous avez, un post Facebook ou un post Insta qui est prêt, pour le moment à le dupliquer, c'est largement suffisant. C'est vraiment juste pour montrer, que l'entreprise est active, dit quelque chose, partage une info et cetera. Par contre, il y a fort à parier que dans les prochaines années, Google, modifie un petit peu cet angle-là, on va dire, de la fiche Google My Business en cherchant à faire quelque chose de beaucoup plus, complet, sur sur cette partie-là, on va dire. Parce que justement, c'est un autre, endroit dans la page de recherche Google où les personnes vont pouvoir, en savoir plus sur vous, sur vos actualités et cetera. Donc il y a fort à parier que des choses vont changer. Je vous en prie, Betty. Pour finir, du coup, en conclusion, c'est que développer sa notoriété, déjà, il faut garder en tête que c'est pas uniquement pour vos clients. On n'en a pas vraiment parlé, mais c'est aussi, utile dans le développement de votre marque employeur. Si demain vous devez recruter, ou si vous avez des vagues de recrutement et cetera, heu, avoir une bonne notoriété, enfin avoir une notoriété, voilà, qui fait qu'on est identifié dans l'esprit des internautes et cetera, va faciliter ces recrutements-là. «Ah bah oui, je connais», et cetera. C'est aussi, quelque chose de positif par rapport à vos futurs partenaires, parce que, dans le cadre d'une collaboration qui va être menée à bien, le fait de savoir qu'on travaille avec une entreprise qui est connue, reconnue, c'est plutôt intéressant. Gardez bien en tête qu'une stratégie de notoriété se travaille sur le long terme. Si vous dites: «Je vais débloquer, 100 € par mois sur 2 mois», ça ne sert absolument à rien. Peut-être qu'il faudrait, travailler quelque chose d'autre avec ce même budget. Donc acceptez que le ROI ou le ROMI soit difficilement calculable et enfin, travaillez votre notoriété en parallèle d'une autre stratégie qui, elle, va être davantage focalisée sur tout ce qui est développement d'activité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle donc des campagnes evergreen qui tournent par exemple sur les réseaux sociaux, plutôt de promotion de votre marque, promotion de votre entreprise, et cetera. Et à côté, avoir des campagnes publicitaires, par exemple, qui sont beaucoup plus cash, qui sont beaucoup plus dans le, découvrir tel ou tel produit, découvrir le site, découvrir l'offre, et cetera. Où là, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus, timé dans la durée. On va avoir une date de lancement, une date de fin, ce genre de choses. La notoriété, c'est vraiment quelque chose à travailler sur la durée, avec un budget défini, avec des statistiques que vous allez suivre spécifiques, mais en complément d'une vraie stratégie, pour le coup purement héroïste. N'hésitez pas, si vous avez des questions, du coup, à les poser dans l'onglet questions dans le chat. C'est avec plaisir qu'on y répondra dans les quelques minutes qui nous restent. Les 59, donc on est pile dans les temps. S'il n'y a pas de questions, ah, peut-être que Betty en a une? Tout a été parfaitement clair. Parfait. Merci beaucoup, Betty. De nouveau, vous allez recevoir donc le replay, de ce webinaire, par email. Vous allez aussi avoir le support corrigé avec l'horrible faute, qu'il y a sur le schéma, qui sera disponible directement sur notre site web. Donc n'hésitez pas. En vrai, il y a un certain nombre de supports, vraiment, enfin, non, je les trouve vraiment tous bien, mais il y a vraiment un certain nombre de supports avec beaucoup de valeur ajoutée dedans. N'hésitez pas à les parcourir. Merci à tous.
pour votre participation à ce webinaire en tout cas. Le prochain aura lieu, à la fin du mois de mai, tout simplement. Bonne journée. Merci à tous, belle journée.